Freud et la psychanalyse. Rappel des fondamentaux. 2.2.5 Pulsion et refoulement. La relation entre pulsion et refoulement n'est pas simple. Rappelons que pour Freud, la pulsion n'est pas psychique, mais à la frontière du psychique et du somatique. Sachant que le refoulement consiste en une véritable éjection d'un élément psychique du conscient vers l'inconscient et du maintien de sa mise à distance vis-à-vis du conscient. Donc la relation entre pulsion et refoulement n'est pas simple. Rappelons que pour Freud, la pulsion n'est pas psychique, mais la pulsion est à la frontière du psychique et du somatique. Sachant que le refoulement consiste en une véritable éjection d'un élément psychique du conscient vers l'inconscient et du maintien de sa mise à distance vis-à-vis du conscient. Comment ce mécanisme pourrait-il agir sur une force à cheval sur le somatique et le psychique? En fait, le refoulement n'agit pas sur la pulsion qui échappe à l'opposition conscient-inconscient, mais sur ses représentants psychiques. En fait, le refoulement n'agit pas sur la pulsion qui échappe à l'opposition conscient-inconscient, mais sur ses représentants psychiques. Freud disait à leur sujet qu'ils étaient des ambassadeurs. Ceux-ci, qui ont donc un rôle de délégation de la pulsion dans le psychique, sont porteurs des caractéristiques qualitatives pulsionnelles. Entre parenthèses, la source, l'objet, le but. Fermez la parenthèse. Ces délégués de la pulsion s'actualisent sous la forme d'idées, de pensées, d'images, de fantasmes, donc sous la forme de représentations. Plus précisément, Freud désigne les représentations refoulées qui servent de délégués psychiques à la pulsion comme des sortes de mandataires inconscients des représentations. Entre parenthèses, le terme de Vorstellungsreprésent... Alors, en allemand, le terme de Vorstellung Repräsentanz et ou Vorstellung Repräsentant est difficile à traduire. Fermez la parenthèse. Donc plus précisément, Freud désigne les représentants refoulés qui servent de délégués psychiques à la pulsion comme des sortes de mandataires inconscients des représentations. Il faut souligner que la notion freudienne de représentation va bien au-delà des mémorisations d'images ou d'autres perceptions. Il s'agit d'une trace mnésique d'un vécu dans son ensemble. Entre parenthèses, ce qui ne signifie pas qu'il s'agisse d'une sorte de duplicata de ce vécu, c'est-à-dire dans toute sa subjectivité, et qui se décompose en représentation de choses dans l'inconscient ou en représentation de mots dans le préconscient conscient, ce qui, comme toujours dans la névrose, est un très mauvais pari car une affectation entre guillemets blanche, entre guillemets vide, entre guillemets vidée de son sens, donc coupée de sa représentation, est à coup sûr aussi douloureuse que la représentation insupportable, voire beaucoup plus, puisqu'elle renvoie à une détresse très archaïque du vécu du nourrisson, car incapable de mettre du sens sur les éléments qu'il subissait. Cette phrase est longue, je vais la reprendre. Il faut souligner que la notion freudienne de représentation va bien au-delà d'une mémorisation d'images ou d'autres perceptions. Il s'agit d'une trace mnésique d'un vécu dans son ensemble. Ce qui ne signifie pas qu'il s'agisse d'une sorte de duplicata de ce vécu. Donc il s'agit d'une trace mnésique d'un vécu dans son ensemble, c'est-à-dire dans toute sa subjectivité, et qui se décompose en représentation de choses dans l'inconscient et en représentation de mots dans le préconscient conscient, ce qui,
comme toujours dans la névrose, est un très mauvais pari, car une affectation entre guillemets blanche, entre guillemets vide, entre guillemets vidée de son sens, donc coupée de sa représentation, est à coup sûr aussi douloureuse que la représentation insupportable, voire beaucoup plus, puisqu'elle renvoie à une détresse très archaïque du vécu du nourrisson, car incapable de mettre du sens sur les événements qu'il subissait. En tout cas, plus invalidante, car comment trouver une voie de sortie quand on souffre d'un affect dont le sens échappe au sujet, alors qu'une souffrance liée à une représentation peut permettre un dénouement bien plus facile. Donc, en tout cas, plus invalidante, car comment trouver une voie de sortie quand on souffre d'un affect dont le sens échappe au sujet, comme une angoisse pure par exemple, alors qu'une souffrance liée à une représentation peut permettre un dénouement bien plus facile. Ainsi, pour Freud, stricto sensu, seules les représentations sont refoulées. Donc ainsi pour Freud, stricto sensu, seules les représentations sont refoulées. Lorsqu'il y a refoulement d'une représentation, celle-ci étant le résultat d'un vécu pulsionnel, la pulsion correspondante devient tributaire de son représentant psychique dans l'inconscient. Cette liaison, opération typique du refoulement originaire, constitue un noyau inconscient qui jouera à la fois un rôle d'attracteur pour les refoulements ultérieurs et d'émetteur dans le retour du refoulé. Donc lorsqu'il y a refoulement d'une représentation, celle-ci étant le résultat d'un vécu pulsionnel. Donc le refoulement d'une représentation résulte d'un vécu pulsionnel. La pulsion correspondante devient tributaire de son représentant psychique dans l'inconscient. Cette liaison, opération typique du refoulement originaire, constitue un noyau inconscient qui jouera à la fois un rôle d'attracteur pour les refoulements ultérieurs, entre parenthèses refoulement proprement dit, et d'émetteur dans le retour du refoulé. Compte tenu qu'une pulsion cherche toujours une voie de décharge, celle-ci pourra alors se faire de plusieurs manières. Soit des processus de déformation agissent sur la représentation inconsciente, qui, rendue acceptable pour le préconscient et le conscient, servira de support de décharge à la pulsion dans les manifestations privilégiées de l'inconscient, entre parenthèses actes manqués, rêves, fantasmes, symptômes névrotiques, soit la représentation inconsciente est remaniée quant à l'objet but de la pulsion qu'elle représente, et celle-ci peut alors alimenter une sublimation. Soit la pulsion se décharge sous la forme de pur affect, par exemple l'angoisse, coupée de la représentation, car cette dernière reste insupportable pour le préconscient et le conscient. Reste encore une difficulté à souligner au sujet de cette question complexe de la relation de la pulsion au refoulement. Il s'agit du problème de l'affect. Donc reste encore une difficulté à souligner au sujet de cette question complexe de la relation de la pulsion au refoulement. Il s'agit du problème de l'affect. L'affect est pour Freud la partie quantitative de la pulsion. Il serait éventuellement possible de la superposer à la notion de poussée. Donc l'affect est pour Freud la partie quantitative de la pulsion. Il serait éventuellement possible de la superposer à la notion de poussée. C'est pourquoi le refoulement ne peut pas porter sur l'affect. Entre parenthèses, ce qui fait dire à Jacques Lacan que l'affect non lié à une représentation est toujours fou. Il tourne en rond comme une toupie. Donc l'affect est pour Freud la partie quantitative de la pulsion.
il serait éventuellement possible de la superposer à la notion de poussée. C'est pourquoi le refoulement ne peut pas porter sur l'affect, ce qui fait dire à Lacan que l'affect non lié à une représentation est toujours fou, car il tourne en rond comme une toupie. Alors, en effet, le refoulement éjecte ce qui donne un sens à un vécu pulsionnel. En effet, le refoulement éjecte ce qui donne un sens à un vécu pulsionnel, entre parenthèses, la représentation, pour qu'il ne puisse plus être, en quelque sorte, repéré par le préconscient et le conscient. Mais il ne peut pas agir sur une force dénuée de signification et exprimé seulement en sensations endogènes. Donc en effet, le refoulement éjecte ce qui donne un sens à un vécu pulsionnel pour qu'il ne puisse plus être en quelque sorte repéré par le préconscient et le conscient. Mais il ne peut pas agir sur une force dénuée de signification et exprimé seulement en sensations endogènes. Ce caractère quantitatif de l'affect le rend, contrairement à la représentation, inapte à se fixer dans l'inconscient. Il est toujours en mouvement, en quelque sorte insaisissable. En quelque sorte, en refoulant un groupe de représentations liées à un vécu intolérable, l'appareil psychique désarrime l'affect de ces représentations, et leur faisant perdre leur sens, rend l'affect libre. Entre parenthèses, il s'agit là d'une confusion courante qui laisserait penser qu'une émotion, expression de l'affect, sur laquelle le sujet est incapable de mettre un discours, serait une expression affective en quelque sorte pure. Affect il y a, c'est sûr, mais affect en quelque sorte fou, entre guillemets, comme nous l'avons vu chez Lacan, débordant, souvent catastrophique dans ses effets. La passion en est un bel exemple. L'affect prend toute sa dimension lorsqu'il se trouve lié à un matériau qui lui donne forme, consistance, épaisseur, donc sens. Ce matériau étant la représentation. En revanche, s'il ne peut être refoulé, pour qu'il ne vienne pas gêner le conscient et le préconscient, d'autres opérations psychiques peuvent modifier l'affect. Il est réprimé. Entre parenthèses, il se transformera alors dans une autre forme, particulièrement en angoisse. Fermez la parenthèse. Déplacé sur une représentation anodine, converti dans un autre affect ou en symptôme physique. Entre parenthèses, conversion hystérique. Bref, son sort est d'éviter à tout prix le déplaisir dû à la représentation qui lui était primitivement attachée. Terminons cet exposé en relevant que si, pour Freud, la séparation du qualitatif et du quantitatif en représentation et affect semble évidente, donc terminons cet exposé en relevant que si pour Freud, la séparation du qualitatif et du quantitatif en représentation et affect semble évidente, l'expérience analytique impose de relativiser cette position théorique. En effet, il ne va pas de soi qu'une représentation soit vide, entre guillemets, de charge pulsionnelle, tout comme il n'est pas flagrant qu'un affect ne soit pas en rapport avec des buts pulsionnels. Entre parenthèses, donc il est spécifié par rapport à un vécu pulsionnel et ne constitue pas une simple quantité. Fermez la parenthèse. Autrement dit, la distinction entre représentation et affect et leur destin respectif, suite à un vécu infantile, n'est pas facile à faire. C'est pourquoi il serait envisageable de considérer que la pulsion s'actualise dans des entités qui tiennent compte de toutes ces caractéristiques. Entre parenthèses, source, poussée, objet, but. Fermez la parenthèse, et que nous pourrions qualifier de représentation-affect. Donc c'est pourquoi il serait envisageable de considérer que la pulsion s'actualise dans des entités qui tiennent compte de toutes ces caractéristiques,
source, poussée, objet, but, et que nous pourrions qualifier de représentation affecte. 2.2.6 Pulsion, besoin, désir. Lorsque Freud traite de la question des pulsions en 1915, dans Pulsions et destin des pulsions, il lui arrive de dire qu'en fait, le terme adéquat pour décrire une pulsion serait celui de besoin. Formule probablement pédagogique de sa part, elle a le mérite de nous forcer à nous interroger sur les distinctions entre les forces psychiques que sont les pulsions, les besoins, les désirs. Il est vrai que lorsque Freud parle de pulsions d'autoconservation, elles sont parfaitement superposables à des besoins nécessaires à la survie biologique de l'individu. On pourrait donc inférer qu'un besoin se spécifierait par une exigence somatique qui pourrait se satisfaire par la même voie, par exemple la faim. Il faudrait alors admettre qu'une exigence psychique n'aurait pas de rapport avec le besoin. 2 points. Il semblerait pourtant que la pulsion sexuelle chez le bébé se satisfait par le biais d'un besoin d'affection maternelle dont la satisfaction est également vitale pour le nourrisson. Entre parenthèses, l'en priver risque d'entraîner une dépression anaclitique, qui peut déclencher de très graves symptômes qui peuvent conduire à la mort. Fermez la parenthèse. Donc, il faudrait alors admettre qu'une exigence psychique n'aurait pas de rapport avec le besoin. Il semblerait pourtant que la pulsion sexuelle chez le bébé se satisfait par le biais d'un besoin d'affection maternelle, dont la satisfaction est également vitale pour le nourrisson. L'en priver risque d'entraîner une dépression anaclitique qui peut déclencher de très graves symptômes qui peuvent conduire à la mort. La seule nuance possible à mettre en évidence est dans l'immédiateté du risque lorsque le besoin reste inassouvi, à très court terme lors d'une exigence organique, à plus long terme lorsqu'elle est psychique. Quant à la nature de l'exigence, il semble clair qu'il est très difficile de faire la part des choses entre l'organique et le psychique. Nous dirons qu'il s'agit d'une exigence psychobiologique. Il reste cependant vrai que le besoin est plutôt du côté du biologique, car il s'agit d'exigences primaires. Illustrons cette assertion par le besoin d'affection qui est, chez le nourrisson, essentiellement un besoin de contact corporel. Entre